Est-ce que vous aimez John Carpenter? Est-ce que vous aimez The Thing, Prince of Darkness, In the Mouth of Madness? J'ai longtemps espéré découvrir de nouveaux films de Carpenter. J'ai longtemps souhaité que ça existe. Évidemment, il n'y en avait pas. Mais on a les films de Piotr Shulkin. Carpenter est célèbre pour sa trilogie de l'Apocalypse. Shulkin est célèbre pour sa tétralogie de l'Apocalypse. Le film d'aujourd'hui, c'est le deuxième film de la série. Ce film-là, c'est War of the Worlds, The Next Century de 1981. Le film est absolument génial. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est quelques jours après l'atterrissage des Martiens, pas longtemps après en tout cas. Nouvelle prodigieuse, les Martiens qui sont des êtres absolument extraordinaires, hyper civilisés, brillants et affectueux. Et on a un animateur de télé, un animateur aussi insignifiant que populaire. D'habitude, c'est lui qui écrit ses scripts, mais aujourd'hui, on lui présente le script qu'à partir de maintenant, on va lui livrer à tous les jours, et il lit le script, et ça explique évidemment que les Martiens sont nos amis. Pour prouver leur amitié, il nous donne à partir d'aujourd'hui une boucle d'oreille, un bijou absolument magnifique avec un numéro unique. Chacun a son numéro unique. Alors, assurez-vous aujourd'hui d'aller vous faire poser la boucle d'oreille permanente qui va vous permettre de montrer à tout le monde que vous êtes un ami de la première heure des Martiens. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Et en passant, il y a une collecte de sang à tous les jours. À partir de maintenant, il n'y a aucun lien avec les Martiens. C'est juste qu'à tous les jours, il va y avoir une collecte de sang. Donnée généreusement parce que c'est la seule manière d'avoir les tickets de rationnement qui vont vous permettre de manger. Notre animateur, Iron Idem, qui dans la vraie vie est pas du tout comme son personnage à la télé, c'est un gars un peu tranquille et blasé. Au début, il veut collaborer, mais le soir même, la police débarque chez lui avec des scies mécaniques et ils enlèvent sa femme. Ils lui disent qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et le lendemain, il perd son appartement, il est relogé dans les dortoirs collectifs où tout le monde se trouve à être plus ou moins logé et où, à tous les jours, encore une fois, il y a la collecte de sang volontaire, mais si on donne pas de sang, on n'a pas de ticket de rationnement, et si on n'a pas de ticket, on mange pas, et si on mange pas, ben on est faible, et si on est faible, on peut pas donner de sang, et si on peut pas donner de sang, comment est-ce qu'on va faire pour avoir les tickets qui vont nous permettre de manger? Alors, Iron Idem, au début, encore une fois, il essaie d'accepter tout ça, d'autant plus qu'il cherche vraiment à retrouver sa femme par tous les moyens. Mais plus le film avance et plus il sent la révolte monter en lui. Et qu'est-ce qu'il va faire si, finalement, la révolte finit par triompher dans son cœur rebelle? C'est bien beau la rébellion, mais qu'est-ce qu'on fait si toute la population préfère collaborer? En réflexion. Nous, on regarde ça à partir des pays démocratiques et capitalistes, et on se dit, ben, ça prouve que nous, on est moralement supérieurs. Et en réflexion, quitte à me faire taxer d'être sujet à la controverse, j'explore pourquoi, à mon avis, c'est pas vrai du tout, là. Pourquoi la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, même si c'est plus confortable que ce qu'on voit dans le film, n'est qu'un totalitarisme qui a marché. Okay. C'est un totalitarisme beaucoup plus efficace. Ça fait que si je vous ai pas complètement perdu maintenant, sans plus tarder, voici pourquoi le film est bon. Première raison, c'est, on va dire, pour le visuel, la réalisation. Le film était en compétition pour le Festival de Cannes en 1981. Il était supposé être en compétition. Or, les autorités polonaises, peu après la sortie du film, ont décrété la loi martiale et ils ont exigé du Festival de Cannes que le film soit retiré de la compétition, ce qui fut fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le film est absolument de ce niveau-là. C'est un film qui aurait pu gagner la Palme d'Or à Cannes. Puis comment ça se manifeste juste au niveau visuel, réalisation? Les couleurs, le cadrage, les mouvements de caméra. J'ai mentionné Carpenter tantôt. Il y a un aspect du travail de Carpenter qui est souvent sous-estimé, à mon avis, c'est à quel point, encore une fois, c'est quelqu'un qui maîtrise le langage du cinéma. Dans The Thing, par exemple, il y a un plan qui m'est resté en tête assez longtemps où est-ce qu'on a tous nos personnages qui sont en train de regarder
c'est vers le début du film. Ils sont en train de regarder quelque chose qui se passe à l'extérieur, puis il y a un mouvement de dolly, n'est-ce pas, où est-ce qu'on suit tous nos personnages, puis ça finit avec un plan moyen, je sais pas trop quoi, sur le visage d'un des gars. C'est juste au niveau technique réalisation, c'est absolument brillant, là. L'efficacité narrative que ça a. Okay? Donc, puis Carpenter, il est extrêmement fort à ce niveau-là. Bon, mais Shulkin, il est de ce niveau-là. Il y a au moins un mouvement de caméra dans le film où je me suis dit, non, ça, d'habitude, je remarque pas les mouvements de caméra dans les films parce que c'est un peu facile. Souvent, c'est tape à l'œil, les mouvements de caméra. Mais quand c'est fait finement, là, vraiment pour marquer l'expression d'une émotion ou d'un concept ou quelque chose comme ça, ben là, c'est très fort, puis c'est ça qu'on a là-dedans. Le film est visuellement absolument splendide, là. On ne peut faire autrement qu'être marqué par la richesse des couleurs qu'on voit à l'écran dans le film, de même que par le cadrage, de même que par exemple, l'utilisation du brouillard, qui revient souvent. Visuellement, c'est une réussite totale. Les couleurs, le cadrage, la caméra, le brouillard, des genres de trucs comme ça. C'est rempli de compositions hyper brillantes, d'images saisissantes, donc... c'est une réussite totale au niveau visuel. Deuxième raison, je mentionne rapidement la musique. C'est de Josef Skrzek, je ne suis pas certain comment ça se prononce. Autant la trame sonore en tant que telle est vraiment, vraiment excellente que la chanson rock. Il y a une chanson rock qu'on entend vers la fin en particulier, qui est jouée par un groupe qui fait partie des instruments de contrôle, parce que la propagande joue un rôle énorme dans le contrôle de la population dans le film qu'on voit. Puis, parce que je vous fais un punch, les Martiens sont pas vraiment gentils. Où le sont-ils? Mais c'est ça, les deux des gros instruments de contrôle par la propagande là, qu'on voit dans le film, c'est la télévision, ça c'est le principal, mais aussi la musique rock, puis la chanson rock qu'on entend dans le film, pop rock si on veut, mélange des deux, ben elle est plutôt très bonne honnêtement. Puis il y a beaucoup de films qui essaient d'écrire une bonne tune rock exprès pour le film, mais il y en a très peu qui réussissent, là. Même des films qui mettent en scène des groupes rock comme Hero, là, qui sont supposés être les plus grands rockstars de tous les temps. Là, dans les années 80, on en voyait pas mal de ces films-là. Ben souvent, leurs chansons sont vraiment pas terribles, là. Ben ici, la chanson est pas mal bonne. Fait que sur la musique, c'est essentiellement tout ce que j'ai à dire. Elle est très très bonne, là, donc assez pour que ça soit mon deuxième point. J'en profite au passage parce que, c'est ça, un coup qu'on a dit que c'est super bon, on a fait le tour, là. Ben, pour mentionner que Shulkin, c'est ça, il a réalisé 4 films sur l'Apocalypse. Celui-ci, c'est le deuxième. Le premier, c'est Golem de 79, que j'ai bien hâte de voir. Et apparemment, les deux suivants, c'est Obi-Oba, The End of Civilization en 84 et Ga-Ga, Hail to the Heroes en 85. Et à ce qu'on dit, les deux derniers sont les meilleurs. Et ça, celui-ci, qui est déjà un chef-d'œuvre, n'est que la préparation de ceux qui suivent après. Donc, j'ai très hâte de voir les suivants. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez si vous les regardez. Donc, troisième raison pour laquelle c'est bon, ben, il faut le dire, là, c'est parce que c'est une allégorie subversive anticommuniste. Ou au moins anti-régime communiste. Parce qu'ici, ce qui remet en question, c'est pas l'idée de l'entraide, c'est l'idée qu'on a un régime totalitaire qui utilise l'idée de l'amitié et de l'entraide pour écraser la population, là, pour briser sa volonté. Puis c'est ça qu'on voit dans le film. Ça marche en particulier parce que Shulkin a un ton qui est assez proche de Gilliam. J'ai mentionné Carpenter, puis il y a de ça, avec beaucoup moins des scènes d'action qu'on trouve dans Carpenter. Là. Donc, mais si on veut, ça serait comme un genre de Carpenter qui remplace l'action par une sorte de truculence fantaisiste à la Terry Gilliam. C'est moins que dans Terry Gilliam, okay? Parce que c'est un auteur avec sa propre voix. Mais il y a un côté un peu de l'absurdité, là, ok, de films comme Brasil ou n'importe quel film de Gilliam en réalité. Quelques exemples de comment ça se manifeste ici. Ben, il y a une scène, par exemple, où est-ce que notre héros, Iran Idem, est dans un confessionnal en train de parler à quelqu'un d'autre, et il sort du confessionnal et il ouvre la porte de l'autre cajot, de l'autre segment, là.
Et il se rend compte qu'il y a une télévision, en fait, là, à la place d'un être humain, c'est une télévision avec son visage à lui, qui le provoque avec un rire dément. Décrit comme ça, c'est un peu boboche, mais le cinéma, c'est un médium visuel, puis visuellement, l'image du confessionnal avec la télé dedans, là, avec le gars qui rit, ha ha ha, c'est très très fort. Il y a toute une séquence où est-ce que, justement, Hieronyme est dans son dortoir, puis là, il faut donner... La séquence où il donne du sang, il récolte le sang, donc ça, c'est très 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 réussi à ce niveau-là. Puis je mentionne qu'il y a un micro, une sorte de caméo de Shulkin pendant cette scène-là, parce que j'ai fait un arrêt sur image en cherchant des images pour la vidéo, puis je me suis rendu compte que pendant cette séquence-là, tous les lits sont identifiés au nom du personnage qui occupe le lit, et un des lits porte son nom à lui, une version américanisée de Monsieur Shulkin. Donc, notre réalisateur est dans le dortoir. Il fait partie des gens qui ont été internés pour donner du sang à nos amis martiens. Un autre détail qu'on voit, par exemple, le genre de détail qu'on voit dans le film, il y a une cafétéria à un moment donné, et Hieronyme est en train de parler à essentiellement son avocat, mais pendant qu'il parle, il y a des télévisions à chacune des tables pour distraire le peuple, et qu'est-ce qui joue sur les télévisions? C'est carrément de la porno. Puis j'ai trouvé ça brillant et très bien observé. Puis eux autres, ça les bordera pas du tout. Là. Je veux dire, eux s'en occupent pas, mais c'est ça, c'est clairement de la porno. Là, okay? Ce qui passe à la télé pour vous distraire pendant que vous mangez votre craft dinner polonais de l'espace. Dernier détail que je mentionne, c'est les Martiens. Les Martiens sont joués par essentiellement des nains, là, des gens très petits. Et ils ont la peau argentée, puis ils ont des genres des manteaux d'hiver duvetés, là, comme le bonhomme mi-chemin, là, argentés aussi. Donc, ils sont tous argentés, et ils ont tout le temps l'air extrêmement bêtes et impassibles. Puis il y a des gags où est-ce qu'on les voit sur des photos avec la mère avec le landau, puis le martien impassible en arrière. Mais éventuellement, il y en a un qui reçoit il se fait défoncer la tête, le martien, pendant une scène à un moment donné. Il dit quelque chose, le martien, à ce moment-là, dans une flaque de sang. Ce qu'il dit, c'est « Ami, donne un bonbon rouge. » Puis il meurt. Puis c'est la seule phrase qu'on entend dire par un martien dans le film. C'est pas clair s'il est en train de dire que lui, c'est l'ami qui va donner un bonbon, okay, à la personne qui vient de lui défoncer la tête, ou s'il est en train de demander à son ami, l'être humain, de lui donner un bonbon, c'est-à-dire du sang. C'est plus vraisemblable, mais c'est pas certain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment un ton enfantin, pathétique. Il y a un autre message qui semble venir des Martiens, quoique encore une fois, c'est pas certain, qui est cette fois écrite sur un miroir, je crois, avec quelque chose comme du rouge à lèvres, plus tard dans le film. Puis le message, c'est « Tout ce que nous voulons, c'est de l'amour et un peu de sang, essentiellement. Tout ce que nous voulons, c'est de l'amour et du sang. » Une des grandes forces des Martiens, c'est que non seulement ils sont absurdes et monstrueux, parce que c'est des vampires de l'espace, mais ils sont présentés comme c'est sympathique et enfantin. C'est une avenue beaucoup plus intéressante, je pense, que juste d'en faire un gros monstre diabolique, essentiellement. Là. Ça rajoute une forme de nuance, ça rajoute un point d'interrogation supplémentaire à un film qui en est rempli de toutes les bonnes manières. Puis dernier truc que je dis sur les nombreuses qualités du film, c'est un bonus, c'est que c'est un film de Noël. Alors, à Noël cette année, j'ai cherché un film de science-fiction de Noël que je pourrais suggérer. J'ai trouvé Transsurge, qui était plutôt très cool, honnêtement, mais avoir su, j'aurais écouté celui-là. En plus, j'ai rasé de l'écouter ce jour-là. Avoir su, j'aurais dû suivre mon intuition, parce que c'est un film de Noël. Dans le dortoir, il chante une chanson de Noël, là, ça revient tout le long. Fait que non seulement c'est une allégorie subversive, anti-communiste, basée sur soi-disant une suite de la Guerre des Mondes de H.G. Wells, mais en plus de ça, c'est un film de Noël. Ça fait que voilà, vous cherchez quelque chose pour remplacer Die Hard l'année prochaine, vous l'avez trouvé! Réflexion. Le film nous montre la répression communiste. Elle est absolument terrible et terrifiante. J'ai été terrifié en regardant le film par la répression que j'ai vue. Ce qu'on néglige toutefois, okay, pour nous qui regardons le film avec 40 ans de recul,
en démocratie, qui est le régime ennemi des communistes, leurs adversaires, qui considéreront que les communistes sont l'ennemi suprême, le mal absolu, à tous les points de vue, particulièrement au point de vue moral, particulièrement à cause du type de répression qu'on voit dans le film, ben, ce qu'on néglige en général, c'est que la répression, c'est pas une fin en soi. Les régimes qui pratiquent la répression ne le font pas parce qu'ils trouvent ça agréable. Okay? En tant que tel, s'ils trouvent ça agréable, c'est un avantage secondaire, c'est pas la raison principale. Okay? Ils le font parce que c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, la répression, c'est un moyen. Ce n'est pas le fait qu'il y a de la répression qui caractérise un régime politique. Ce qui change, c'est le type de répression, qui elle affecte directement et à quelle fréquence on l'observe. La répression est une tentative par un groupe de s'imposer comme le sommet de la pyramide sociale. La répression, on le note ici, est toujours institutionnelle. C'est elle, en vérité, qui assure la solidité des institutions elles-mêmes. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, quand les motards débarquent dans votre bar pour vous dire qu'à partir de maintenant, ils vont avoir un vendeur de drogue dans votre bar, puis qui pète des vitres, mettons, là, pour vous convaincre, OK? Ben, ouais, clairement, ils sont en train de vous imposer leur volonté par la force et la menace et l'intimidation, mais c'est pas de la répression. Parce qu'ils sont pas institutionnalisés. T'sais, même si des grévistes menacent de briser leur instrument de travail, mettons, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, là, mais mettons, OK, ben, on peut dire à ce moment-là que c'est une forme de violence, le fût-ce contre des machines, mais c'est pas de la répression, OK? Parce que, c'est ça, la définition de la répression, c'est il faut déjà être dans l'appareil de contrôle social. Il faut faire partie des gens qui exercent le pouvoir de contrôler socialement les gens pour qu'on parle de répression, n'est-ce pas? Il y a deux grandes phases dans l'exercice de la répression. La première est la plus brutale. C'est un spectacle de violence. Quand on pend des gens sur la place publique, c'est un spectacle de violence. Quand on met des têtes sur des pics, c'est un spectacle de violence. C'est ce que les Anglais appellent « a show of force ». Sa fonction est de créer un climat de terreur dans la population. Pourquoi? Parce que la domination, c'est une agression, puis parce qu'on est dans un corps d'être humain. L'être humain est un animal social, conçu pour survivre. La répression repose sur ces mécanismes de survie. Quand un corps humain subit une agression, ces deux réactions initiales sont la colère et la peur. C'est au niveau du système nerveux, là. C'est comme ça qu'on réagit. La colère lui dit de se battre. La peur lui dit de fuir et, si c'est impossible, de se soumettre. Si la peur dure assez longtemps, en particulier si elle est partagée, elle mène éventuellement à la résignation, l'acceptation, éventuellement à l'adhésion. C'est un phénomène physiologique. La répression crée toujours un traumatisme collectif. Ce traumatisme est généralement enfoui parce que ça fait partie du processus de survie. Je ne peux pas être tout le temps en train de me dire, ciel, que je suis malheureux d'être dominé. Éventuellement, ça devient invivable pour la plupart des gens. Alors, on refoule. Puis l'appareil de domination dans la société est conçu pour maintenir ce refoulement-là, puis pour le gérer. Parce que le refoulement, ce qui est refoulé, cherche toujours à s'exprimer. Okay? Parce que c'est une blessure, puis le corps est fait pour guérir. Donc, s'il perçoit qu'il y a une blessure, il va vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui est refoulé veut toujours remonter à la surface. Et parce que c'est refoulé, le refoulement, c'est la partie de nous qui cherche à empêcher que cette chose-là remonte, cette sensation-là. Fondamentalement, c'est une sensation. Que cette sensation-là remonte. Okay? Donc, il y a un conflit intérieur.
Okay? Puis l'idée, encore une fois, de l'appareil de domination, c'est de maintenir ce refoulement. Okay? Donc, il nous aide à maintenir nous-mêmes enterrés notre propre sentiment horrible d'être, le sentiment veut quand même remonter, puis parce qu'il ne peut pas s'exprimer explicitement en disant « c'est parce que tu es dominé que tu te sens mal », ben c'est impossible psychologiquement à cause de la domination qu'ils nous le disent explicitement, alors il va nous le dire d'autres manières. Ça se manifeste par exemple par l'anxiété, la rage, okay? La honte. Puis la honte elle-même est très souvent enfouie et refoulée. Puis une raison pour ça, c'est parce que c'est insupportable, la honte, en vérité. Ça a beaucoup de points de vue, l'émotion la plus douloureuse qu'on a, c'est la honte. La honte existe parce que l'être humain est un animal social, dont la survie dépend de son appartenance à une collectivité. La honte et le sentiment de culpabilité servent à maintenir cette appartenance-là. C'est leur fonction. La raison pour laquelle on a ces émotions-là, c'est parce que l'être humain est un animal social, que c'est comme ça qu'il survit, et donc il a besoin de maintenir son appartenance au groupe. Et la honte et la culpabilité, c'est ce qui lui indique qu'il remet en danger son appartenance au groupe. C'est ça que c'est, ultimement. C'est pas le bien et le mal autant que l'appartenance au groupe, à beaucoup de points de vue. La culpabilité me dit que j'ai fait quelque chose de honteux, qui nuit à la collectivité, et donc qui risque de mener à mon exclusion. Et pour cette raison, probablement ma mort. Si je suis dans la tribu, dans la jungle, qui me permet de survivre, et que si la tribu décide qu'à partir de maintenant, je vais vivre tout seul, ben, il y a des bonnes chances que je ne vive pas longtemps. La honte me dit que je suis quelque chose de honteux. Dans ma nature profonde. Que je suis fondamentalement nuisible. Et donc, que ma seule chance de survivre, c'est de cacher qui je suis aux autres et à moi-même. Tous les êtres humains sont conçus pour chercher de l'amour et un sentiment d'appartenance. C'est un besoin presque aussi fondamental que de boire, manger ou respirer. Pour un enfant en bas âge, c'est carrément le même besoin. La honte nous dit qu'il est impossible de satisfaire ce besoin essentiel, parce qu'il y a un problème dans notre nature profonde, qu'on est né mauvais. Ça, c'est la honte. Notre seule option pour survivre, donc, c'est de ne pas être nous-mêmes. L'objectif de la répression est de convaincre l'autre de ne plus être lui-même. Imposer sa volonté, c'est ce que ça implique. Vous voulez obliger quelqu'un à se comporter de la façon dont vous voulez. Vous voulez garantir qu'il va toujours se comporter de la manière que vous avez choisie. S'il est lui-même, il pose un risque. Il y a des bonnes chances qu'il ne fasse pas toujours ce que vous voulez. Donc, vous allez briser la personne. Vous allez la traumatiser. Les gens traumatisés ressentent très souvent une honte profonde, extrêmement souvent refoulée. C'est un fait observable cliniquement. Allez voir sur les Peter Levine ou ce genre de gens-là, Irène Leon, là, les gens sur YouTube, par exemple, des vrais thérapeutes spécialisés dans la guérison du traumatisme. C'est facile à corroborer. La honte fait, dans le processus de guérir de ces traumatismes, okay, la tâle insoupçonnée qu'on trouve à un moment donné, c'est à quel point on vit avec une honte constante, okay, quand on est traumatisé. Puis, ce dont on se rend compte aussi, c'est à quel point le traumatisme est énormément plus répandu que ce qu'on croit. Les peuples colonisés ou conquis ressentent aussi très souvent cette honte, parce que être conquis ou colonisé, ben, c'est un traumatisme. Ça peut qu'être ça. C'est la seule manière de conquérir ou de coloniser quelqu'un. Un des principaux traits du colonisé, et d'ailleurs, qu'il cherche à nier qui il est, son lui-même,
pour ressembler le plus possible à son être. C'est pratiquement la définition du syndrome du colonisé. Pour devenir colonisé, il faut que la domination dure, plus qu'une couple d'années. Mais ça prend pas beaucoup plus qu'une génération ou deux pour que ça s'installe vraiment. Mais la colonisation n'est qu'une forme du rapport de domination. La théocratie, le féodalisme, à peu près tous les systèmes politiques depuis des millénaires reposent sur ce même principe, parce qu'ils reposent sur la domination. Le maintien d'un rapport de domination collectif exige 3 composantes: le bâton, la carotte et le discours de justification, qui nous fait accepter tout ça, qui fait qu'on peut vivre avec nous-mêmes sans être nous-mêmes. Le bâton, c'est une forme de souffrance physique, morale ou émotive. En général, c'est tout ça en même temps. Puis en vérité, si on y pense, une douleur émotive, en quelque part, c'est une douleur physique. C'est dans notre corps qu'on la ressent. Puis cette douleur-là, elle doit être intense, ou au moins la menace de la souffrance doit être intense. Si je vois un gars se faire décapiter sur la place publique, ou se faire battre sur la place publique, ou embarquer par la police puis on ne le revoit jamais, c'est peut-être pas moi. Mais j'ai bien vu qu'est-ce qui était arrivé. Okay, je le sais que lui va subir un sale quart d'heure s'il survit. Puis justement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Fait que je peux imaginer les pires supplices. Puis me dire, une chance que c'est lui et pas moi. La carotte, c'est la récompense promise à ceux qui acceptent. À ceux qui se disent, c'est pas moi, puis c'est correct finalement, il l'a mérité de se faire embarquer. L'avantage de rejoindre, même en subalterne, ne serait-ce qu'un moment, le camp des vainqueurs. Ça, c'est la carotte. Les membres du parti, les capots dans les camps de concentration, l'intellectuel public à bien des points de vue, c'est le poète officiel du gouvernement qui se fait nommer au Sénat. Ça, c'est la carotte. Le discours justificatif, c'est l'explication mentale et émotive avec laquelle on recouvre l'horreur qu'on est en train de vivre, qui nous permet de voir le crime qu'on est en train de subir et de dire qu'en fait, c'est une vertu. Que le mal qu'on subit est bien, est une bonne chose. C'est en bonne partie un instrument de gestion du sentiment de honte et de culpabilité. Le discours de justification repose énormément sur la pression sociale. Pourquoi? Parce que l'Homo sapiens est un animal social qui a besoin du groupe pour survivre. C'est ancré en nous biologiquement. Machiavel dit qu'il y a 2 grandes phases dans l'exercice de la domination, dans les premières pages du Prince. La première phase, c'est celle où on cherche à imposer la domination. Puis ce que Machiavel dit au début du bouquin, il parle à un prince, là, justement, et puis il lui explique que c'est très difficile à ce moment-là, parce que les gens, dans leur dictature avec l'ancien roi, ils étaient dominés, mais ils étaient habitués d'être dominés par ce maître-là. Puis parce qu'ils étaient habitués, ils ont appris à être confortables avec cette manière-là d'être dominés, par ce maître-là. Ils ont appris à l'aimer, en bonne partie. Machiavel explique que la principale difficulté au début, c'est que la tendance naturelle de l'être humain, c'est toujours de revenir à ce qu'il connaît. Puis si ce qu'il connaît, c'est l'ancien maître, il va vouloir se révolter pour revenir à l'ancien maître. La deuxième phase de la domination, après Machiavel, ça prend encore une fois quelques générations, mais pas beaucoup, c'est le moment où l'habitude est prise. Puis à ce moment-là, de temps en temps, il faut écarteler quelqu'un sur la place publique, ou tirer dans le tas, ou faire charger la troupe, pour rappeler à la population, dont le traumatisme est sans doute en train de remonter, pour leur rappeler que non, vous êtes ici pour être brisé, restez brisé. Aimez votre bris. Il
faut rappeler aux gens c'est qui le maître, mais règle générale, c'est pas nécessaire au quotidien. Okay? Au quotidien, les gens ont pris l'habitude de se soumettre eux-mêmes, d'aimer ça, de trouver ça correct et confortable. Puis c'est vraiment sidérant le niveau d'inconfort que les gens sont prêts à accepter ou le niveau de compromission ou le niveau de... C'est ça, que les gens sont prêts à accepter quand ils ont pris l'habitude. Parce que l'être humain est fait comme ça. On est fait pour s'adapter et survivre. Donc, 2 phases. La difficile, où il faut briser la volonté, puis maintenir le bris sur la durée. Puis la facile, où, après assez de temps, l'habitude est prise et, en bonne partie, les gens se dominent eux-mêmes. Les gens ont pris l'habitude de se soumettre. Au début, la violence cherche à créer un climat de terreur. Mais tant que l'habitude n'est pas prise, la peur peut vite basculer vers la colère. Parce que par colère, c'est les 2 réflexes. C'est l'un ou l'autre au début. Puis la colère, c'est la révolte. Puis la révolte, c'est ce qu'on cherche à éviter. C'est pourquoi il faut faire peur, mais aussi cajoler, promettre, manipuler. Les régimes qui ne reposent que sur la terreur, les Mandchous par exemple, ne durent jamais longtemps. Même les nazis, si vous allez regarder, puis les nazis n'ont pas duré longtemps, puis c'est en bonne partie parce qu'ils régnaient sur la terreur, certainement, en faisant la guerre contre tout le monde, puis bon. Mais à l'intérieur de l'Allemagne nazie, okay, oui, ils régnaient absolument par la terreur. Mais ils avaient aussi... il y avait un gros bâton, mais ils avaient une grosse carotte, essentiellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, les nazis sont arrivés au pouvoir pendant une énorme crise économique, où les gens crevaient de faim. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un emploi à tout le monde. Si vous allez voir des citations d'Allemands à l'époque, c'est quelque chose que les gens disaient. Pendant la République de Weimar, on était libre de crever de faim. Okay. Donc, évidemment, ils ont trouvé... Le régime nazi a créé de l'emploi en faisant travailler tout le monde dans les usines d'armement et ce genre de choses-là. Ça fait que bon... Fait que, moralement, c'est ignoble. Mais les gens ont accepté ça en bonne partie parce qu'il y avait un boulot, puis ils acceptaient de voir leurs voisins se faire embarquer au milieu de la nuit. En bonne partie parce qu'il y avait ça. Fait que oui, ils étaient terrifiés, mais il y avait aussi une complicité dans le confort. Okay? Puis c'est intéressant de mentionner que pendant la période de la guerre, un élément de la propagande nazie, c'était de faire des films qui cachaient la réalité de la guerre. Un des objectifs du régime allemand, c'était que la population puisse croire que la guerre ne les affectait pas personnellement. Puis c'est pas très différent, excusez de le dire, de ce qu'on a ici, où l'Occident est en guerre permanente contre la planète Terre au complet, mais toute l'idée, c'est qu'on s'en rende compte le moins possible. On peut absolument vivre notre vie au quotidien sans jamais avoir à être confronté avec le spectacle des guerres de l'Occident, dit-on. Donc c'est ça, les régimes qui ne reposent que sur la terreur ne durent jamais longtemps. Elles doivent aussi convaincre les gens qu'il est préférable, c'est-à-dire plus confortable, d'accepter la domination, qu'il y a un avantage autre que pas subir la terreur. Bon. Fait que le capitalisme par opposition aux autres. Alors, les sociétés humaines se divisent très souvent en 3 castes. Les guerriers, les prêtres et la caste économique, essentiellement, qui s'occupe de répondre aux besoins essentiels du corps, se nourrir, se loger, etc. Puis pourquoi c'est ces 3 castes-là? Ça sera un sujet pour un autre jour, ça vient de nos besoins physiques. J'aurai sûrement l'occasion d'en reparler à un autre moment donné. Et ce qui est certain, c'est qu'on trouve presque toujours une forme de ces 3 fonctions-là. Pas dans toutes les sociétés, mais ça revient extrêmement souvent. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans une société non égalitaire, dans ces 3 castes-là, il y en a toujours une qui mène, essentiellement. Son pouvoir n'est peut-être pas absolu, mais c'est la caste qui finit par avoir le dernier mot. Okay? Puis il y a un conflit entre les 3, il y a des tiraillements, mais il y en a toujours quand même une qui est plus forte que les autres. Pendant au moins 2000 ans en Occident, ce sont les guerriers qui ont occupé le sommet de la pyramide. César, Charlemagne,
la noblesse d'épée. Okay? Donc l'aristocratie, c'est des guerriers. La richesse qu'ils gèrent, qu'ils possèdent, c'est la richesse économique, donc c'est les terres, etc., parce que c'est comme ça qu'on créait de la richesse à cette époque-là, comme ça qu'on pensait la richesse. Mais les gens qui contrôlent cette richesse-là, au sommet de la pyramide, ce sont les militaires. Le capitalisme, c'est l'émergence de la caste économique. C'est un processus qui s'échelonne sur des centaines d'années, mais éventuellement, le bascule se fait. Et désormais, c'est la caste économique qui mène. Puis elle met en place un système qu'on appelle la démocratie, qui lui permet de maintenir son ascendant. Okay? Donc, capitalisme et démocratie, c'est le même régime. Puis on remarque que, depuis l'avènement du capitalisme, environ le milieu du 18e siècle, ben, le régime par défaut, dans les pays qui mènent sur Terre, le régime par défaut, c'est le capitalisme. Okay? Le communisme a essayé d'être une alternative, mais il n'a pas duré très longtemps. Okay? Le capitalisme dure depuis environ 250 ans. Le communisme, comme alternative sérieuse dans l'esprit des gens, ça a duré à peine 80 ans. Okay? Le tiers de ce temps-là. Puis le fascisme, l'Allemagne nazie, ça dure environ 15 ans. Là. Okay? Les Italiens, c'est pas beaucoup plus que ça. Donc le régime par défaut, c'est la démocratie. Puis on remarque que dans ces pays-là, il y a toujours un pays qui mène. Pendant un bout de temps, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ils sont en train de perdre leur ascendant, les États-Unis, mais présentement, ça demeure eux qui mènent. Donc le capitalisme, c'est l'émergence de la caste économique, et cette caste, bien entendu, elle n'est pas faite d'un bloc, c'est elle-même une pyramide. Le travailleur, le patron moyen, même la plupart des multimillionnaires, ben, ce sont encore des subalternes. Ils ne sont pas au sommet de la pyramide. C'est ça. Même quelqu'un qui a 50 millions dans son compte en banque n'est pas au sommet de la pyramide. Ils votent aux élections, ils ont plus ou moins de confort, mais ils ne décident rien. Les premiers 200 ans du capitalisme, donc d'environ 1750 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont d'une brutalité extraordinaire. Si vous lisez Plenty and Want de John Burnett, un livre que je cite fréquemment, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, qui est une histoire du capitalisme, mais observée du point de vue de ce que les gens mangent en Angleterre. C'est l'histoire du capitalisme et de la démocratie du point de vue de ce que les gens mangent. Puis, si vous lisez ce livre, qui est un peu dur à trouver, mais que vous devriez pouvoir trouver en usager sur Amazon, ça va complètement changer votre manière de voir le régime où on vit. Et une des choses qu'on apprend, entre autres, c'est ça dans Plenty and Want, c'est qu'en Angleterre, au 19e siècle, dans certains milieux ouvriers, l'espérance de vie, c'est d'environ 25 ans. L'espérance de vie après le féodalisme. Quand on arrive dans quand on passe du féodalisme à la société où nous on vit, notre espérance de vie, elle n'augmente pas, elle diminue catastrophiquement. Parce que les conditions de vie sont tellement difficiles. Les crimes passibles de la peine de mort en Angleterre, qui sont tous des crimes associés à trouver une manière de manger autre que travailler dans la mine 20 heures par jour, bien, les crimes passibles de la peine de mort augmentent stratosphériquement. Ils passent de quelques-uns à plusieurs centaines là, pour rien. Là, pour ramasser une pomme par terre, c'est la peine de mort. Là. Okay? Puis ramasser une pomme par terre, c'est comme ça que les gens ont survécu pendant l'époque féodale. Pendant les 200 premières années du capitalisme, c'est par la terreur absolue et totale que le capitalisme se maintient. On fait régulièrement charger la troupe contre les récalcitrants. Il se passe rarement plus de quelques années entre les massacres. Faites l'exercice d'aller regarder. Pendant les guerres mondiales, aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis je dis les guerres mondiales parce qu'il y a la première, il y a la deuxième, et la guerre des bourgs en particulier, à la fin du 19e, je parle de mon souvenir, la même chose était arrivée. Ben, qu'est-ce qui arrive quand la guerre est déclarée? Le gouvernement démocratique suspend les libertés individuelles. Et quand il suspend les libertés individuelles, le jour 1 où il fait ça, il fait arrêter les ennemis de l'intérieur.
C'est la fonction de suspendre la liberté individuelle. Okay? Puis la justification, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire, on va arrêter tous les agents nazis ou fascistes. Okay? Mais les premières... Ça, c'est ce qu'ils disent. Okay? Mais allez voir. Ça se fait, là. Ça se vérifie, là. Allez voir les premières personnes qui se font arrêter quand le gouvernement suspend les libertés en temps de guerre. C'est toujours les leaders ouvriers. Okay. Les gens qui sont sur les listes là, de fouteurs de troubles dans les usines. Ça, c'est les gens qui se font arrêter en premier. Les chefs syndicaux se font arrêter. C'est toujours comme ça. Une caste domine en utilisant l'outil qu'elle contrôle. Elle s'en sert non seulement contre la population, mais contre les autres castes. Puis elle fait ça parce qu'elle prend ce qu'elle a. Le prêtre dit « Obéis ou Dieu va te punir ». Le prêtre fonctionne souvent en entretenant la honte sexuelle. Et il fait ça parce que c'est facile et efficace. La sexualité, c'est une des énergies les plus puissantes qu'on peut ressentir. C'est l'instinct de survie de l'animal. Donc, c'est pas mal dans ce qu'il y a de plus fort dans les impulsions de l'être humain. Puis, pour vivre en société, il faut en partie la refouler. OK, en partie. Au moins la contrôler. Puis, si on la refoule, ben, on ressent de la honte. Puis, la honte, c'est l'émotion la plus intense qu'on peut ressentir. Puis, ça fait qu'on trouve qu'on n'a aucune valeur. Fait que le prêtre entretient ça, puis il vient de dire « Ah, ce sentiment de honte-là, moi, je vais t'en libérer. » Mais aussi dans la religion, dans le prêtre, dans sa manière de contrôler les gens, il y a le sublime, la beauté artistique, les fresques dans les églises, la musique. Alors pensez-y, là, si au Moyen-Âge ou à la Renaissance, là, vous passez votre vie à travailler dans les champs, à pelleter de la bouse, là, dans la misère, là, OK, à manger des pommes de terre ou peu importe. Là. Puis tout ce que vous connaissez, c'est ça. Puis le dimanche, vous allez dans un endroit rempli mur à mur de beauté artistique. Puis vous avez Jean-Sébastien Bach qui joue, là. Ben, l'Église utilise ça. Elle fait pas ça pour rien. C'est pas juste par amour de la beauté, là. Prêtre, c'est « obéis ou Dieu va te punir ». Le roi dit « obéis ou je vais te punir ». Hein, c'est le bras armé, c'est la caste militaire. Mais, détail intéressant, le roi se présente toujours comme étant l'incarnation de la volonté divine. Les empereurs romains étaient divinisés. C'est quand Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il remettait en question la divinité de l'empereur. Ça, c'est le discours de Jésus remettait en question la trame narrative qui justifiait l'Empire romain. Puis si tu remets en question la divinité, donc la trame narrative qui dit que l'empereur est une divinité, donc l'expression de la divinité, ben tu remets en question le régime total, au complet. Donc à ce moment-là, tu risques de provoquer dans l'esprit des Romains, puis non sans raison, tu risques de provoquer la révolte, alors il faut de la répression, alors on crucifie Jésus. C'est politique, là. Donc le roi, c'est ça, c'est l'incarnation de la volonté divine, donc mais le Dieu comme père dangereux, comme personne qui peut punir, mais aussi le Dieu, le roi, puis le guerrier, comme protecteur et bienfaiteur. On sait par exemple que le roi de France guérissait les écruelles. Donc le roi de France était doué de pouvoirs mystiques qui lui permettait de guérir les enfants, essentiellement. Le roi de France, qui est couronné par le pape. Donc, entre les deux, c'est le roi de France qui est le plus puissant, mais le pape lui confère l'autorité spirituelle qui est dans son sac magique, sa ressource à elle. Okay? Puis ils collaborent ensemble, les deux, dans le partage du pouvoir. Le roi de France, parce qu'il incarne la volonté divine, possède des dons de guérison magique. Puis ça fait partie de ce qui contribue à la légitimité de sa puissance qui lui est conférée par Dieu. Bon, le capitaliste, le 1%, là, les gens qu'on voit jamais. OK? Le roi marchand, qui est aussi un prêtre marchand, dit « Obéis, sinon tu vas crever de faim. Dieu va te punir. » Le prêtre. Je vais te punir, le guerrier.
Personne ne va te punir. Tu vas juste crever de faim. Ça, c'est le capitalisme. Mais il se présente aussi comme faisant partie du peuple. Un de nous, parce que la plupart d'entre nous faisons partie de la caste économique. Et donc, il se présente comme un modèle à atteindre, un objectif à espérer, quelque chose que nous aussi on peut être, ce 1% mystérieux qu'on ne voit jamais. Une manifestation du progrès historique, puisque c'est lui qui mène maintenant. Et la démonstration de la loi du marché, la loi du plus fort, la loi de la nature, qui sont toutes la même loi, sa loi. Message du prêtre, Dieu va te sauver. Message du monarque, il va te sauver. Message de nos pharaons à nous, personne va vous sauver. Si tu ne participes pas, tu crèves de faim dans la rue. Et c'est bien bon pour toi. C'est ta faute. La démocratie dit qu'elle est bonne parce que les gens ont le droit de vote. Mais au boulot, où les vraies affaires se passent, où vous passez l'essentiel de votre vie, il n'y a pas de droit de vote. Peut-être dans votre syndicat, où vous pouvez peut-être voter pour faire la grève. Mais au boulot en tant que tel, il y a un patron. Puis même si c'est vous le patron, si vous êtes un entrepreneur, ben vous savez à quel point même le chef d'entreprise est lui-même prisonnier. C'est une gamique à beaucoup de points de vue. Ce n'est pas lui qui mène. Il fait partie de la bonne caste, il est plus haut dans la pyramide sociale, mais le patron, dans votre librairie ou votre épicerie, n'est pas au sommet. Il demeure un subalterne. Donc, on est des subalternes, gouvernés par la peur de crever de faim, qui est une peur animale réelle, puis un danger constant. Mais l'habitude est prise par nous tous. Okay. Et elle est prise parce qu'on a eu 250 ans de régime capitaliste, pendant lesquels, pendant 200 ans, ça a été un climat de violence et de terreur et de répression épouvantable. Puis non, pas de tous les instants, parce qu'autrement le régime n'aurait pas duré. Mais assez pour qu'on prenne l'habitude. Alors oui, le capitalisme repose sur l'exploitation, les conquêtes, les coups d'État, l'imposition de dictature, mais c'est pas chez nous, c'est à l'étranger. Fait que ça compte pas. Puis c'est leur faute, dans le fond. Ouais, on impose des dictatures aux pays récalcitrants qui refusent la loi du marché. La Grèce, en 1968, ils ont élu un gouvernement centriste, mais qui n'était pas assez pro-américain pour les Américains. Alors, ils ont mis une dictature à la place. Puis, c'est pas la première qu'ils ont faite au 20e siècle. C'est des dizaines et des dizaines là, qui ont fait. Là. Allez compter le nombre de pays qui ont vu leur gouvernement élu démocratiquement renversé. Règle générale par les Américains, au 20e siècle, c'est beaucoup. Mais ça ne compte pas. C'est honteux de le mentionner. C'est scandaleux de le mentionner. Parce que c'est pas nous autres. Nous, on est les gens confortables. Alors oui, la dévastation environnementale, oui, mais mon confort à moi, mon économie à moi, c'est quoi? Ah, le PIB. Fait que c'est ça, le mal pour nous, c'est pas la conquête, la répression, les camps de prisonniers, Guantanamo, les invasions, le pôle Nord qui font, ça, c'est pas le mal. Pour nous, le mal, c'est d'en parler, là, que je suis en train de faire présentement. C'est ça qui est scandaleux dans le corps social, qui est honteux. Nous avons des téléphones pour nous distraire et de la pornographie, gratuite, illimitée, accessible maintenant, à chaque instant. Oui, nous sommes surveillés constamment quand on sort dans les rues, sur Internet, entouré de caméras invisibles, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour nous protéger. Puis juste en parler, ça fait théorie du complot. Fait que oui, on sait que c'est vrai, mais en même temps, les complotistes parlent de ça. Puis si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu te plaindrais de la surveillance constante? Qui pourrait bien oser se plaindre? Oui, tout le monde est sur les antidépresseurs, oui, mais on est encore mieux que les communistes.
où les gens se font battre dans les rues. Les communistes qui n'ont tout simplement pas eu le temps, ni honnêtement l'adresse, le machiavélisme, pour que leur domination passe du stade de la terreur constante et explicite à celle de l'habitude. Le stade où le crime devient enfin une vertu, où la soumission est complètement intériorisée et justifiée. Le stade où nous comprenons que nous vivons dans le meilleur des mondes. Si on veut être libre et heureux, il faut être soi-même. La seule manière d'être soi-même, c'est de regarder ce qu'on a réellement à l'intérieur de soi et accessoirement de dissoudre les histoires inconscientes qu'on se raconte, qui bien souvent ont été mis là par des gens qui ne nous veulent pas que du bien. Dans cette couche de sensations refoulées qu'on porte à l'intérieur de nous, je constate dans mon cas à moi que la complicité collective et la culpabilité collective, je regrette de le dire, en fait partie, qu'une des raisons pour lesquelles les êtres humains sont malheureux comme des pierres présentement, c'est pour ça. Puis une des raisons pour lesquelles tout le monde est en train de virer fou, c'est en bonne partie pour ça. Dans la vie, fondamentalement, moi, je suis un poète, musicien et, on va dire, philosophe. Là, okay? Donc, dans la hiérarchie du village, pas la hiérarchie, mais l'organisation du village, moi, je suis plutôt dans la catégorie prêtre, si vous voulez. Là. Pas parce que je suis sur la montagne puis je vous dis mes sermons, là, j'espère que non. Mais parce que c'est la contribution au corps social, les besoins émotifs puis ce genre de choses. Okay? C'est ce que moi j'ai à contribuer au corps social. Je suis fait comme ça. Okay? Comme ben du monde. Là. Donc voilà. Puis ma manière de contribuer au corps social, c'est entre autres de faire ces vidéos-là et d'écrire le bouquin, mon premier bouquin sur lequel je travaille présentement. Et j'ai lancé un GoFundMe pour financer mon travail et me permettre de vivre pendant que je fais ça. Et je vous invite à donner généreusement à votre humble serviteur sur GoFundMe. Le titre du bouquin, c'est « Trame narrative ». Le titre planifié, ça parle de nos histoires inconscientes, il y a un lien avec, je prévois parler beaucoup de traumatisme, mais aussi de loi de l'attraction, ça fait New Age, mais c'est beaucoup plus vrai qu'on pense, puis il y a un lien direct entre le traumatisme, la loi de l'attraction et la répression. Je pense que tout ça va ensemble, en fait, ça a l'air farfelu comme ça, mais je pense que on est sur une bonne piste, en fait. Recommandation. C'est Privilège de Peter Watkins, un film que j'adore complètement. Peter Watkins, j'en ai déjà parlé, c'est un grand cinéaste, profondément subversif. C'est aussi, à sa façon, un maître de la science-fiction. Il en a fait énormément des films de science-fiction. En général, c'est des faux documentaires. Et Privilège, c'est une sorte de faux documentaire. Ça se passe dans une Angleterre fasciste, gouvernée par la police et la religion, en bonne partie, et où la population, la jeunesse en particulier, est contrôlée via une rockstar extrêmement charismatique. Et sur scène, c'est un rebelle hypersexuel, tout ce qu'on veut, là. Mais notre rockstar, mais en coulisses, à toute fin pratique, c'est un zombie. Là. Ça va vraiment pas du tout, à tel point que nos autorités s'inquiètent et se disent que peut-être que leur outil de contrôle ne tient qu'à un fil. Alors, pour l'aider à se sortir de son marasme, ils engagent une fille qui va suivre le gars, puis avec l'idée que ça va l'aider, et éventuellement, effectivement, il redevient lui-même, puis il y a une histoire d'amour qui s'installe, évidemment, puis je pense que c'est un peu l'objectif de nos leaders totalitaires dans le film, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ça réveille son esprit de révolte en lui. Puis ça suit cette direction-là, puis Privilège, c'est un film qui a été banni par ses propres producteurs. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de propagande ni de censure en régime capitaliste, mais quand les gens qui ont payé pour le film de Peter Watkins ont vu le film, ils ont dit « Ce film est tellement subversif que personne ne va jamais le voir. Pendant des décennies, il en existait genre
une copie qui était enfermée dans un bunker quelque part. Puis éventuellement, après 30 ou 40 ans, le film est sorti en DVD. J'en ai une copie, donc on a la chance de le voir. Avant, il y avait moyen de trouver des copies là, en bootleg là, sur Internet, là, sur les sites de torrents. Des fois, on envoyait une copie avec un ou deux seeders. Mais aujourd'hui, on peut le voir, ce film-là. Et oui, c'est la quintessence du cinéma subversif, certainement en Occident. Et je vous le recommande avec la dernière énergie, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et en ce qui concerne notre film d'Europe de l'Est, pourquoi c'est bon, War of the Worlds Next Century? Parce que c'est, à beaucoup de points de vue, la quintessence du cinéma de subversion de science-fiction subversif d'Europe de l'Est, parce que c'est l'œuvre d'un grand auteur du niveau de John Carpenter ou Terry Gilliam, un grand maître du cinéma de genre, parce que c'est super beau, que la musique est vraiment bonne, que c'est génial à tous les points de vue, puis parce que vous allez être vraiment content quand vous allez l'avoir regardé.